Salut à tous. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est cet épisode 3 de la carrière avec l'équipe Bora Hansgrohe, une équipe allemande avec un certain nombre de coureurs assez emblématiques qu'on verra s'illustrer ici sur un Tour de France dont je vous propose les étapes 10, 11, 12 et 13 ici avec à la fin un petit bonus Schachmann, vous verrez, ce sera les mésaventures ou bonheurs de Maximilian Schachmann dans la saison qui avait précédé ce Tour de France. Sur l'épisode précédent, on avait été heureux de lever les bras à l'étape 6, excusez-moi, avant qu'Alaphilippe ne s'impose sur l'étape 7. Et puis ensuite, ça avait été un véritable chef-d'œuvre de Henrik Mas sur 2 étapes consécutives, la 8 et la 9. Alors il faut quand même tout de suite préciser que, on est dans un jeu vidéo. Ce Tour de France n'a plus que jamais rien à voir avec celui que nous voyons dans la réalité ces jours-ci. Il n'a de commun en fait que le parcours. Parce que quand on a vu cette première semaine, donc les 9 premières étapes totalement dingues, dans la réalité, ok, il y a un point commun, c'est Pogacar qui est maillot jaune à l'issue de l'étape 9, mais c'est à peu près tout. Parce que on a une course tellement débridée sur ce Tour de France que rien ne pourra égaler ça dans un jeu. C'est pas grave, mais en tout cas, autant le savoir, le jeu a ses limites. L'objectif de cette carrière, c'est outre de proposer une alternative à Deceuninck Quick-Step, une première alternative, c'est d'essayer de redécouvrir ce Tour de France. Alors là, on est sur l'étape Albertville-Valence, la numéro 10. Je vous avais proposé ce Tour de France avec la Trek Segafredo sur PCM 2020 et Vincenzo Nibali. Je trouve que c'est un peu plus fun à jouer avec la Bora Hansgrohe parce que c'est un petit peu moins facile en fait. Donc je suis assez content. Je trouve qu'il y a certains progrès dans le jeu qui apparaissent, comme par exemple la contestation des points au classement intermédiaire pour le maillot vert par les autres candidats. Il y a en tout cas la majeure partie du temps. Si vous prenez une échappée, on va vous suivre. Et comme ça, des petites rivalités au sein d'une épreuve par étape qui sont assez intéressantes. Je trouve également que sur le gameplay, il n'y a pas grand chose à redire. Je pense qu'il faudrait peut-être réduire le facteur chute. Parce que moi, je l'ai laissé à 1 et je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Là, on prépare notre sprint intermédiaire. Vous voyez, j'ai été collé à un moment donné et ça s'est mal passé. Il n'est pas toujours facile, par exemple, de se frayer un chemin pour remonter vers l'avant d'un groupe, d'un peloton surtout, avant un sprint. Moi, je sais que du coup, je m'y prends maintenant bien 10 km à l'avance pour essayer de se positionner. Je trouve qu'il y a des choses qui sont meilleures en fait. Au niveau de la manière dont le jeu se passe, il y a un meilleur rendu global, mais en course, d'accord ? En course. Allez, on va regarder ce sprint ici, que nous avons essayé d'emmener avec Nils Politt. Vous voyez ici, il y a eu un moment donné, on était un petit peu bloqué. Ça a été dommageable. Voilà, ici, Sagan, en fait, n'arrivera jamais à passer Caleb Ewan. Après, c'est logique, hein. Caleb Ewan a une accélération, a une note de sprint qui sont très très supérieures à celles de Peter Sagan. Donc c'est normal que Sagan ne le prenne pas, même avec l'aspiration. Ce qu'on pourra remarquer sur cette étape, c'est le mauvais classement entre guillemets au sprint de Van Der Poel, ce qui fait que Sagan grignote un petit peu des points pour ce qui est du classement du maillot vert. On va avoir le Ventoux là juste après, donc étape mythique s'il en est. Le sprint est intéressant à jouer, je trouve. Encore une fois, quand on est avec une équipe qui n'est a priori pas dominante comme celle
comme celle-ci, Boransgrohe. C'est plutôt intéressant à jouer. Je pense que ensuite pour le général, il y a des chances pour qu'on essaye de le jouer avec Kelderman. Hein. A priori, vous voyez, comme Sagan s'est rapproché sur cette étape, c'était assez important. Donc je poursuis deux objectifs ici. Hein. C'est un bon classement pour Wilco Kelderman et le maillot vert pour Peter Sagan. Voilà. Je n'ai absolument pas les moyens de jouer pour le maillot à poids. Il m'intéresse moins de toute façon. Et de toute façon, il aurait fallu à ce moment-là relever Conrad ou Bourman depuis un petit peu plus longtemps. Les relever, en tout cas en relever un des deux et l'envoyer systématiquement en échappée. Mais je préférais quand même les garder au soutien de Wilco Kelderman. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les envoyer ponctuellement, hein, mais je préférais les garder près de Kelderman, bien protégés aussi sur certaines étapes, afin de ne pas trop les fatiguer. Regardez, ici, Peter Sagan qui essaye de prendre l'échappée. Il essaye de prendre l'échappée et écoutez, a priori, c'est une des rares fois où Van Der Poel n'aurait pas suivi. Van Der Poel n'a pas suivi Sagan. Est-ce que c'est la difficulté du parcours qui a fait que Van Der Poel n'a pas cherché à suivre Peter Sagan? C'est une possibilité. En tout cas, on a peut-être les coups des franches pour essayer de chercher des points pour le maillot vert. Après, attention, il y a une série de petites difficultés qu'il va falloir absorber si on veut vraiment aller chercher ces points-là, notamment aussi faire face à toutes l'hystérie des coureurs membres de l'échappée dès lors qu'un sprint GPM se présente. J'avoue que c'est un petit détail du jeu qui a tendance un peu à me fatiguer, mais ça, on en a déjà parlé depuis bien longtemps, on le vit tous sur Pro Cycling Manager. Il serait bon, vous voyez, qu'il y en ait peut-être 2 ou 3 qui s'intéressent aux points, mais que ce soit un petit peu moins coûteux en énergie, en fait, pour ceux qui le font pas. Bon, après, on peut pas non plus réclamer à être tout le temps dans un fauteuil. Jakob Fuglsang ici qui chute. Voilà, je vous parlais du paramètre des chutes. Dans ce tour-là, le classement a quand même été bien influencé par le fait que Egan Bernal, qui est au départ de ce Tour de France, Egan Bernal avait chuté et ça lui avait coûté pas mal de temps. C'était sur l'étape du Creusot, hein. C'était sur l'étape 7. Voilà. Dans la foulée, sur l'étape 9, je crois c'était Roglic qui avait laissé pas mal de temps à cause là aussi d'une chute. Et c'est pour ça qu'en fait on se retrouve avec le seul des 3 géants de la montagne, Pogačar, qui est comme ça en tête. C'est parce qu'en fait lui n'a pas chuté. On peut se dire que peut-être que à force, si chacun chute à son tour, on arrivera peut-être à faire quelque chose, mais bon, je suis pas dans cette disposition d'esprit-là, vous voyez. Il a fallu se battre un petit peu pour aller chercher ces 20 points à l'intermédiaire pour Peter Sagan. Et vu la nature de l'arrivée, je pense qu'on peut dire que Sagan sera en vert au soir de l'étape 11, puisque ça m'étonnerait que Van Der Poel aille chercher des points à l'arrivée à Malocène. Donc, c'est assez éclaté. L'échappée, elle a beaucoup d'avance. Néanmoins, je vais me relever. Je vais relever Sagan. J'aurais pu essayer de l'emmener un peu plus loin, mais je pense que sur cette étape-là, sur le jeu, on va devoir faire face de toute façon à un duel entre favoris sur la toute fin de l'étape, ce qui fait que l'échappée est éliminée quasiment d'avance. Bon, après, attention, il peut exister des contre-exemples à ce que je dis, mais là, sur ce tour où il y a quand même de faibles différences, je pense plus à une lutte entre favoris du général. C'est pour ça que je rabats Sagan pour qu'il apporte un petit peu de soutien notamment à Wilco Kelderman. On verra tout à l'heure qu'il va, à un moment donné, dans la première descente, il va nous faire un numéro assez sensationnel. Donc, allez, ascension numéro 1 du Mont Ventoux.
On n'est pas encore dans les forts pourcentages là, ici. On va bientôt y arriver. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'essayer de comprendre. Alors, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu, qui vont expliquer que tel ou tel va être bon, ou que tel ou tel autre va lâcher. C'est évidemment les paramètres des notes des coureurs, on l'a tous compris, mais aussi le paramètre de la forme et donc de leur niveau de préparation. Donc ce sont les deux facteurs. Il y en a un qui peut annihiler l'autre, par exemple. Une très bonne préparation ne servira à rien pour un coureur trop moyen et par contre un coureur très très fort peut être impacté par une mauvaise prépa. Donc c'est ça qui est un peu l'inconnu et c'est ça qui fait qu'on nourrit encore une forme d'espoir. Vous voyez ici par exemple Sagan et Schelling qui se sont relevés, dans la fin de ce premier passage au sommet du Ventoux. À noter que le jeu dans ce variant là du Tour de France 2021 prévoit des zones de vent juste avant et juste après le sommet du Ventoux. Vous les voyez apparaître comme ça donc à deux endroits sur la carte en bas à droite. Zones de vent qui du coup n'ont pas le même impact que ce qu'on peut parfois connaître sur du plat, voire Gand-Wevelgem ou des courses comme celle-ci, voire même l'étape 6 du Tour de France que je vous ai proposé à l'épisode précédent. C'était quand même un petit peu la folie, l'étape 6 vers Châteauroux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans cette descente, en fait, je vais m'amuser avec Peter Sagan à essayer de revenir sur le groupe de leaders, carrément. Et en fait, Sagan a eu beau se relever sur la fin de l'ascension, on me dirait qu'il ne restait pas non plus 10 bornes. Sagan va se frayer un passage comme ça, là, hop là. Il va ensuite dépasser Dumoulin, même qu'on a aperçu Tim Wellens, champion belge, dans la partie, et hop, rentrer sur le groupe des favoris. Donc, confirmation, mais ça on le sait déjà depuis plusieurs Pro Cycling Manager, depuis plusieurs versions. Si on a un très fort descendeur, il y a moyen de combler des différences ou même d'en faire qui sont assez inouïes en fait. Tous les regards se dirigent vers Julien Alaphilippe et évidemment pour le jeu, c'est pour ça que je voulais le dire parce que c'est un très bon descendeur Alaphilippe, mais le premier auquel on penserait par contre nous dans la réalité serait plutôt quelqu'un comme Matej Mohoric. Donc voilà. Pogačar qui a chuté. Eh oui, le maillot jaune est à terre. Que se passe-t-il? Il se passe qu'il va repartir. Et je vous dis, les chutes, il y en a quand même un certain nombre. Après, remarquez, c'est pas si irréaliste que ça. Quand on voit le nombre de chutes auxquelles on a assisté dans ce Tour de France, et des chutes impactantes, on se dit que finalement, bien PCM, ils nous proposent plein de chutes. Bon, voilà. Ça va rentrer évidemment sous l'impulsion du travail des équipiers de Pogačar. On a notamment aperçu Joe Dombrowski ici et Brandon McNulty également. Voilà, Pogačar va rentrer. Après, attention, la chute occasionne parfois un surcroît de dépenses énergétiques pour notamment déjà rouler tout seul pour rejoindre ses équipiers. Donc consommation peut-être un tout petit peu plus forte de barres, notamment de barres vertes, barres d'endurance. Et il y en a un qui n'a pas de problème avec sa barre verte, ou alors qui a décidé de brûler la chandelle par les deux bouts, c'est Alaphilippe. Il est on fire. Alaphilippe qui attaque comme ça dans le Ventoux. Oui, donc on ne sait jamais. Peut-être que ces chutes-là peuvent être impactantes, même si le coureur rentre. Et on voit bien que Pogačar est parfaitement positionné. Donc c'est parti à l'avant, ce qui oblige Jumbo-Visma là, à rouler. On aperçoit... Non, c'est pas Jumbo-Visma qui roule, excusez-moi, c'est Ineos Grenadier qui roulait pour ramener Bernal, et puis Roglic en a profité. Dan Martin a fait le jump. Nous perdons Patrick Conrad ici. Bourman n'en a plus pour très longtemps à protéger Wilco Kelderman. Kelderman n'est pas le prototype de coureur avec lequel j'ai beaucoup d'accélération.
plus que jamais, je suis obligé de jouer doucement les choses, parce que sinon, c'est impossible. Et vous voyez, Pogacar est impacté. Pogacar n'est pas au mieux dans cette deuxième ascension du Ventoux. Attention, il reste 7 bornes, hein. Donc il n'est pas dit que ça ne se paye pas, hein. Du coup, moi, je vais essayer peut-être de le distancer en espérant recoller au groupe Dan Martin, Landa et Alaphilippe. Alaphilippe d'ailleurs qui s'est calmé, hein, suite à cette grosse offensive première, puisqu'il a été un des premiers à allumer la mèche. Et par contre devant, regardez, ça s'est envolé, hein. Devant, il y a ceux qui ont perdu beaucoup de temps en fait depuis le début de ce tour par malchance. J'ai nommé outre Ciccone et c'était à la régulière, il y a surtout Bernal et Primoz Roglic qui sont comme ça aux avant-postes. Ce sont vraiment les plus forts là dans le Ventoux. Donc on verra ni l'un ni l'autre, hein, nous cette année, hein. Par contre, Kelderman, il peut encore essayer de se battre pour un top 5 ou pour quelque chose comme ça. Landa non plus, on le verra pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on colle à ce groupe. Bourman, à la limite, c'est sans importance qu'il rentre à la maison sans se fatiguer. On a besoin de lui sur les prochaines étapes. Vous voyez, la lutte est sévère. Et puis surtout, en fait, plus personne n'avance. Parce que tout le monde est cramé. Et donc, finalement, tout le monde avance au ralenti. C'est un peu pénible, hein, ces situations-là, j'avoue. Je parlais en début de vidéo de choses qui étaient assez positives et plutôt agréables sur le jeu PCM 2021. Mais la tendance qu'on avait déjà depuis le 20, faut quand même être honnête, hein, à ce que tout le monde termine en fringale dans les ascensions et finalement il y ait quasiment un gel des positions, sauf si il vous reste un peu de barre. Auquel cas vous pouvez vraiment faire de très très gros dégâts, mais je suis assez insatisfait en fait. Je préférerais que ça se passe autrement. J'ai pas de solution réelle, mais je préférerais que ça se passe différemment. Ici on a Julien Alaphilippe dans la descente qui nous fait le boulot, hein. C'est toujours bon d'être avec Julien parce que il va être d'une agressivité assez incroyable sur son vélo et va nous faire rentrer sur le groupe Landa, Dan Martin, c'est pas mal. Est-ce qu'on aura le temps encore de rentrer sur le groupe Bernal, Roglic, Ciccone? Ça va être tendu. C'est ces trois-là qui vont se jouer la victoire. Et par contre, ce qui est clair, c'est que dans l'opération, on n'aura peut-être pas perdu énormément si on recolle grâce à cette descente. Bernal franchit la ligne en premier, victoire d'étape pour le Colombien. C'est Alaphilippe, bien sûr, qui termine. Pourquoi je dis bien sûr? Parce que lui, il a l'accélération suprême, hein. C'est comme Van Der Poel, hein. Les deux ont vraiment l'accélération avec un grand A. Et regardez, l'addition est quand même relativement salée pour Pogacar qui perd comme ça ici du temps sur les autres principaux favoris en fait. Donc mauvaise affaire pour Tadej Pogacar. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a eu peut-être un impact de cette chute. Ou alors, tout simplement, il était dans une mauvaise forme. En tout cas, je suis allé voir s'il y avait des maladies ou des choses comme ça. Non. Il n'y a rien. Pogacar n'est pas malade. Hein, donc, parce que des fois, on sait qu'il peut y avoir des virus, des ceci, des cela, sinusite, je ne sais pas quoi. Non, il n'a rien, a priori. Donc, voilà. Bon, il perd pas non plus... il perd pas le tour non plus. Hein, on va pas commencer à pleurer. Hein. Mais bon, Alaphilippe s'empare à ce moment-là du maillot jaune avec une fort belle avance qui est d'environ 1 minute 10 sur 4 hommes, quoi. Entre 1 minute 10 et 1 minute 17 sur 4 hommes. Un mot sur le maillot à poids, tiens, c'est l'occasion. C'est Enric Mas qui, pour l'instant, le porte. Et pour ce qui est du maillot vert, c'est la prise de pouvoir de Peter Sagan. Prise de pouvoir, donc, sur cette 11e étape. Enfin, il a réussi à prendre ce fameux maillot, après lequel je courais depuis un bon moment. Et pour tout dire, je souffrais, voire même j'étais en train de le voir s'échapper. Hein. Ce maillot, c'était presque inatteignable tant que Van Der Poel était
vraiment bien dans le coup. Saint-Paul, 3 châteaux, Nîmes, à étape de transition, avec dans les 60 derniers bornes, des possibilités de bordure, puisqu'on a une zone de vent qui nous est ici répertoriée par le variant. Zone de vent, est-ce qu'on va pouvoir l'exploiter? Est-ce qu'on va pas être en mesure même de la subir? C'est toute la question en fait quand on attaque une étape comme celle-ci. Bon, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de bouger sur cette étape 12. Je ne vois pas le besoin de bouger du tout. L'échappée va prendre pas mal de champs. O'Connor, Scully et le portugais Oliveira de la Movistar forment cette échappée. Tout ce qu'il faudra voir de toute façon, c'est est-ce qu'à un moment donné les équipes de sprinters vont se mettre à rouler, ou est-ce que l'équipe du maillot jaune va essayer de contrôler de Koenig Quick-Step. En l'occurrence, c'est plutôt la première alternative, puisque vous voyez, Arnaud Démare fait rouler un équipier, Caleb Ewan fait rouler également. Et puis en fait, je vais préparer mon petit intermédiaire là, parce que je suis un peu vexé depuis quelques fois de me faire damer le pion. Alors d'accord, c'est Van Der Poel, et Van Der Poel c'est quand même très fort, mais ça commencerait limite à me saouler un peu de perdre des points. Voilà, donc ici, on s'en sort pas trop mal. C'est rigolo parce que Wout van Aert, il fait un peu les sprints, mais sans vraiment les faire. Alors ça je vous avoue, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre sur ce Tour de France. Tu sens que Wout van Aert, il a comme envie d'y aller, et en fait, il y va qu'à moitié. C'est étrange. C'est comme se mêler pour les sprints massifs. Parce qu'en même temps, Van Aert, il a les moyens de taper des sprints, même face aux meilleurs sprinters présents ici, dans un registre un peu différent, plus en puissance. Mais non. Plus que Caleb Ewan, je veux dire par là. Mais non, c'est pas le cas. On est dans la zone de vent, ici. Qu'est-ce que les équipes souhaitent faire de cela? Écoutez, moi je vais me lasser un peu qu'il ne se passe pas grand chose sur cette étape là. Je vais donc faire un petit train et rouler. On aperçoit Daniel Haas, on aperçoit Lucas Pöstelberger et Enis Pollitt qui peuvent être comme ça nos recours en fait pour commencer à muscler cette étape. Après, est-ce qu'on va vraiment beaucoup gagner? Probablement pas. Il lui fallut une zone de vent peut-être un petit peu plus intense au niveau du vent. Parce que le vent, en fait, n'est pas toujours de la même force, c'est normal. Le vent, dans la zone de vent là, qu'il y avait sur cette étape-là, tutoyait les 20 km/h. Mais 20 km/h, c'est pas des vitesses où on va provoquer de grosses cassures. Donc, juste par propreté, je demande à Strelling de mener dans la dernière bosse, et ensuite Strelling sera chargé de laisser Pöstelberger et les autres mettre en place le train de Peter Sagan. On n'est pas les seuls, mais on est quand même pas majoritaire à vouloir faire des trains, parce que il y a un peu l'Auto Soudal aussi qui fait un train, mais sans non plus que ce soit flagrant non plus sur la toute fin d'étape. Ici, c'est Arnaud Démare. Arnaud Démare, pour lequel j'étais assez attristé l'autre jour de voir l'arrivée hors délai. C'était sur l'étape 9 de la montée vers Tignes, où notre pauvre Arnaud Démare national, vraisemblablement malade, et puis on connaît aussi les conditions climatiques de ce dimanche 4 juillet 2021, n'a pas été aussi heureux que là où il s'impose de fort jolie manière. Très heureux de voir que Wout van Aert s'est mêlé au sprint de très belle façon. Nous marquons quelques points et il n'y a pas de changement particulier au classement général, cela va sans dire. Et en revanche, pour le maillot vert, il faut rester toujours ultra vigilant, parce que Van Der Poel n'est pas bien loin. Et d'ailleurs, on va pouvoir
de nouveau s'entraîner au sprint intermédiaire, s'entraîner également au sprint massif sur cette étape de un petit peu plus de 220 km entre Nîmes et Carcassonne. C'est la 13e étape de ce Tour de France 2021 avec des possibilités pour nous. Au fur et à mesure, en fait, je commence à comprendre un petit peu comment jouer avec cette équipe. Il faut savoir que donc je l'ai faite, cette partie j'ai faite en mode carrière, parce que déjà pour moi ça présente un double intérêt. C'est que quand tu joues en mode carrière, déjà ta partie elle peut continuer, puis il y a aussi un avant. C'est pour ça que j'ai joué pas mal de courses en fait avant ce Tour de France, des classiques essentiellement. Ça s'inscrit dans une partie et je trouve que du coup le truc donne plus envie d'être continué, d'être fait, qu'une course simple où on sait que à la fin du tour, votre fichier il sert plus à rien. Et c'est vrai que je déteste faire les choses pour rien. Donc déjà premier intérêt. Après, évidemment l'intérêt d'avoir pu préparer nos coureurs avec les aléas de la planification et du système d'objectifs de PCM 21. Donc intéressant quand même d'être amené comme ça à faire de la planification. Ça a permis de mener un certain nombre de tests. Allez, l'intermédiaire ici, il ne doit pas nous échapper. Et puis j'évoquerai juste après le côté négatif du mode carrière, parce qu'il y en a un. Donc Polite pour Sagan. Sagan qui va lâcher un petit peu les chevaux ici. Alors on est devancé, mais c'est pas grave. On continue à garder, c'est très serré, on continue à garder une petite avance sur Van Der Poel, de toute façon qui possède une accélération supérieure à celle de Sagan. Mais allez, on vise un peu les 50 points aujourd'hui, j'ose le dire, parce que ça fait quand même un certain nombre de fois qu'on est un peu malheureux, mais qu'on est placé au sprint. Il serait peut-être temps d'arriver à en claquer une. Oui, le côté négatif de la carrière pour jouer ce Tour de France, outre le fait que la start list du coup n'est pas la bonne, puisque on peut pas, enfin en tout cas moi j'ai pas encore trouvé le moyen de maîtriser totalement les inscriptions. On peut les orienter un peu, mais on peut pas les maîtriser totalement, les inscriptions. Mais le côté un petit peu intéressant en mode carrière, c'est la fatigue. Parce que si vous jouez en course simple, un Tour de France comme celui-là, vous n'allez pas avoir l'impact de la fatigue, alors que là, on va se le manger en pleine face à la fin. Et donc, ça va être, pour moi, en tout cas, ça va être plus intéressant. Allez, Schreling qui va emmener Polite. Et on va essayer de lâcher Sagan au dernier moment. Regardez, hop là, avant le virage. Voilà. On l'a lâché à 400 mètres. Allez, on sait que IRL, on lâche pas son sprinter à 400 mètres. Mais là, j'ai attendu, entre guillemets, un peu le tout dernier moment. Il fallait franchir ce virage en tête. Cette étape 13 se gagne en étant en tête au dernier virage. En tout cas, elle peut se gagner comme ça, la preuve, devant Arnaud Démare, avec en plus pas mal de points, en fait, pour Sagan sur cette victoire-là. Elle peut avoir un impact au classement du maillot vert à la toute fin. Ça peut être très 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 positif d'avoir pris cette étape-là de cette façon, surtout avec Van Der Poel qui ne marque pas énormément de points. Au classement général, eh bien écoutez, on est toujours sur une situation relativement stable. Finalement, le Ventoux n'aura pas tout révolutionné, même s'il aura fait perdre un peu de terrain à Tadej Pogačar. Et Enric Mas conserve, ici, le leadership pour le maillot à pois. Mais attention, épisode prochain, vous allez voir, ça va se resserrer. Attention, Mas n'a pas encore gagné ce maillot. Il ne l'a pas encore amené jusqu'à Paris. C'est la même chose pour Sagan, qui est loin d'avoir fait une différence définitive sur Van Der Poel, avec tout de même 73 points. On pourrait se dire, c'est pas mal, mais une étape de plaine, tu peux prendre 70 points maximum. Donc, vous voyez, on n'a rien de fait encore. Donc, au prochain épisode, on considérera ce classement général, et puis on essaiera de jouer les étapes 14, 15, 16, 17 pour voir comment ça évolue. Je peux vous dire que ce sera assez sportif.
en fait. Et en guise de petit bonus du jour, pour compléter des étapes un petit peu plus courtes que parfois, on va focaliser un peu sur les malheurs de Maximilian Schachmann sur cette saison que donc je vous dis, j'ai disputé les classiques et on a essayé de faire les choses le mieux possible pour les uns et pour les autres. Alors ça avait commencé du côté des Strade Bianche début mars, où écoutez, on est présent, on va dire, avec un bel effectif. Alors c'est amusant hein, parce qu'il y a énormément de points communs entre l'équipe sur les Strade Bianche. On voit Roglic qui était aux fraises, mais ça on sait tous pourquoi si vous avez vu ma vidéo de planification numéro 2. En fait, c'est quoi la différence entre l'équipe qu'on avait sur les Strade Bianche et l'équipe que je vous montre sur le Tour de France? C'est l'absence de Maximilian Schachmann. Voilà. Parce que sinon, Polit, Schelling, Sagan, Conrad, voilà, on a 6 mecs en commun. Et puis évidemment, il y a Bourkman qui n'était pas. Je crois, j'avais aligné Bourkman sur le Paris-Nice, en fait, pendant ce temps-là. Et donc, c'est vrai que tu vas devoir choisir entre Tirreno et Paris-Nice. Et ceux qui vont sur Tirreno, je les mets toujours sur les Strade Bianche. En cette fin de course, c'est assez nerveux. La start list est très très belle sur ces Strade Bianche. Vous allez voir le top 10, de toute façon, il sera assez éloquent. Schachmann va se retrouver à court d'essence, en fait, pour faire face au départ des mutants. Et encore, Pidcock est encore présent. Mais ça fait très 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 mal. On a déjà les plus forts qui sont à l'avant, au moment où un deuxième groupe comme ça ici sort, et où nous sommes dans l'impossibilité la plus totale de faire face à cela. Et donc, je vais essayer de me raccrocher à ce qui est possible, à savoir éventuellement un top 10, mais la course se passe devant, où Van Der Poel et Alaphilippe sont dans une explication assez intéressante. Lequel a l'air le mieux à ce moment-là? Les deux, si vous avez vu cette image furtivement, étaient en semi-défaillance. Mais des fois, c'est pour masquer la réalité. Et en fait, ça va se jouer tout ça en haut du mur de Sienne, en arrivant à Piazza del Duomo. Voilà, vous allez avoir finalement Van Der Poel qui va s'imposer d'un cheveu face à Alaphilippe. Voilà, course très serrée, un résultat pour le coup assez réaliste. Pidcock qui a pris la 3e place, Van Avermaet, Mohoric, Oliver Nassen, Tim Wellens et Jesper Stuyven. Et enfin Schachmann. Donc j'ai sauvé mon top 10, regardez comme c'était pas loin pour Alaphilippe, il restait 10 mètres de plus à Alaphilippe, il passait quoi. Donc très belle Strade Bianche auquel j'ai eu la joie de participer, même si pour nous vraiment attention, j'avais pas coché hein. Quand il y a cette start list là, t'as intérêt à avoir vraiment foutu un objectif pour certains coureurs, tellement ça peut devenir une course absolument terrible. Et puis bis repetita au niveau de la malchance ou du malheur si vous préférez, sur l'Amstel Gold Race quelques semaines plus tard. On est même carrément 5 semaines plus tard hein, au bas mot. 5 semaines plus tard, un final d'Amstel sur lequel franchement je me sentais fort avec Schachmann. Je me disais honnêtement avec ce coureur là tu peux vraiment estimer, tu peux vraiment ambitionner de gagner, etc. Et en fait ce sera pas le cas parce que Julien Alaphilippe d'une part, mais parce que aussi course un petit peu trop nerveuse. Je pense que j'en ai fait un peu trop au mauvais moment pour rouler sur les 2-3 tentatives d'échapper. Et donc un petit regret quand même que cette Amstel sur laquelle Schachmann est obligé de capituler et de se contenter d'une 2e place. Voilà. Donc Julien Alaphilippe continue ses grosses perfs. On l'a vu sur le Tour de France en grande forme, plus tôt dans la saison, c'était aussi le cas. Et puisqu'on parle d'Alaphilippe, qu'est-ce qu'il y a après l'Amstel? Toujours la même, la Flèche Wallonne. Alors, la Flèche Wallonne, moi j'ai essayé d'emmener le mieux possible
mon petit Charman, là, toujours le même. Et Dieu sait si c'était pas évident. Dieu sait si c'était pas facile. Mais on a essayé comme ça de s'en sortir. Tiens, c'est marrant. C'est pas exactement le même. C'est pas le même variant que celui que je vais vous proposer avec The Cunning Quickstep. Celui que j'ai joué avec The Cunning Quickstep est plus joli, alors que celui-là, c'est celui de l'an dernier. Enfin, qu'on avait encore jusqu'à l'année dernière. Vous voyez, on est pas mal parce qu'on arrive avant le mur de 8, avec Charman qui est plutôt doté d'une belle forme du jour. Il est en plus protégé. En tout cas, il l'a été le plus longtemps possible. Et puis là, vous voyez, j'ai pris une roue. Celle de Julien, évidemment, qui va s'imposer. Hein. Charman n'aura pas eu les ressources pour faire face dans le mur de 8. Et là aussi, petit clin d'œil rigolo. 1 Alaphilippe, 2 Roglic. C'est pas mal. Avec aussi un top 5 pour Valverde. Donc c'est rigolo, ça fait très 2021 ce type de résultat. Après, évidemment, dans le détail, non. Hein. Mais c'était sympathique de voir Alaphilippe devant Roglic. Donc, encore une fois, on est placé avec Charman. Et placé, mais jamais gagnant. Hein. Donc, tous les espoirs à ce stade-là sont reportés vers 4 jours plus tard, Liège. Donc, on revoit ce classement ici. Woods, Adam Yates, Dan Martin. Contre-performance pour Pogačar, quelque part. Puis après, non, je trouve un résultat qui peut tout à fait se regarder en face, sans que ce soit troublant outre mesure. Quelques jours plus tard, dans la Redoute, oui, j'ai fait des résumés un peu plus brefs que ce que je fais d'habitude. Hein. Dans la Redoute, on essaye de sonner la révolte, hein, au moment où il y en a d'autres qui ont décidé de sonner la révolte de manière un petit peu plus violente que nous. Après, moi, j'aime pas me consommer de la façon dont l'IA se consomme, en fait. Vous voyez, Alaphilippe, Pogačar qui sont devant, là. Mais on sait qu'en extrême, ils ont des capacités qui sont multipliées auxquelles on ajoute 10% en gros. Et si je fais la même chose, je vais éclater en fait. Et ça ne fonctionnera jamais. Donc on laisse les gens un petit peu s'épuiser. Je trouve que c'est un petit peu loin d'avoir attaqué comme ça en sortie de la Redoute ou en fin de la Redoute. Moi, ça me paraît pas être la meilleure option. Et puis en plus, j'avais emmené Peter Sagan. Il n'a pas fait énormément de courses sur cette année-là avant le Giro, puisqu'il a été aligné sur le Giro. Mais je l'avais amené et je crois qu'à un moment donné, il va falloir l'exploiter. Voilà, vous voyez. Je vais l'exploiter ici, en approche de la Roche au Faucon et même dans le début de la Roche au Faucon. Il y a 4 hommes devant, on peut se dire, qu'est-ce que tu fais là, tu as perdu, tu les as laissés s'envoler. Regardez, c'est pas forcément le cas. En fait, Sagan va nous assurer une très très belle montée de la première partie de la Roche au Faucon. Voilà. Et derrière, Charman, il est en position idéale pour éventuellement remonter tout ce petit monde qui est à l'avant, puisque certains sont en train de craquer. Hein. On a aperçu Pogačar qui craquait, on a aperçu Quintana qui craquait également. Devant, vous avez Yates ainsi que Alaphilippe qui craque complètement. Roglic a tenté sa chance. Yates va être repris au final. Et attention à l'attaque de Valverde. Valverde, Charman, Yates, Woods. Woods se fait avoir sur le départ de Valverde et de Charman. Il y a peut-être une chance ici pour que la victoire se joue entre ces deux hommes. Alors c'est pour ça que j'appuie très très fort. J'appuie en fait avec Maximilian Charman pour essayer de faire une petite différence. Ensuite, Charman, évidemment, elle n'en peut plus. Hein, donc forcément, il faut que Valverde fasse quelques efforts. Sans cela, ça n'ira pas. Et regardez, il va répondre au présent. Notre vétéran espagnol
Enfin, il va répondre présent, mais on va quand même se faire reprendre par le groupe de derrière qui roule comme des damnés. Mais il n'y a pas Julien Alaphilippe dans le groupe de derrière. Et là, regardez, j'ai découvert un truc sur ce variant-là de Liège. Je ne l'avais jamais joué avant. C'est que si tu n'es pas en tête au virage, ciao ciao pour t'imposer. En l'occurrence, démonstration signée Valverde, avec même la cerise sur le gâteau, c'est de se faire sauter par Cosnefroy sur la ligne plus ou moins. Donc, grosse désillusion. Celle-là, pour le coup, quand je parlais des malheurs de Sharkman, bah, c'est plutôt à celle-là que je pense. Ce Strade Bianche, ouais, bah de toute façon, il n'y avait rien à faire. Amstel, Flèche, tu tombes sur un grand Alaphilippe. Mais là, honnêtement, il y avait autre chose à faire que de se faire taper de cette façon-là. Donc voilà, des petites expériences. Hein. On ne fait pas que gagner sur cette chaîne. Il nous arrive aussi de faire des erreurs ou même de connaître l'amertume de la défaite sans avoir spécialement mal joué. Mais juste parce qu'on n'a pas le petit truc qui fait, la petite ficelle, qui fait qu'il fallait être au virage en tête. C'est une évidence. Je le sais pour la prochaine fois. Et bon, ça va, Sharman, il a un peu progressé. C'est pas une mauvaise année hein, pour le puncher allemand. Moi, je l'ai aligné, je l'ai prévu sur la Vuelta en fait. Parce que je pense qu'il est pas dit qu'il n'y aille pas IRL. Et donc, trio de podium sur les Ardennaises, quelques placounettes par-ci par-là. L'année n'est pas démente, mais elle n'est pas finie. Et par contre, du côté de Valverde, il fait une belle année. Hein. Valverde fait une très belle année. 4e de la Flèche Wallonne, on l'avait vu juste avant, mais 6e du Pays Basque. Elle est pas dégueu. Et Julien Alaphilippe fait une très bonne année, mais qui sera surpris par le Julien. Et puis peut-être qu'il va même ajouter un Tour de France. C'est ce qu'on verra assez rapidement dans cette partie. Bye bye.